Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée assez fascinante. Et si la façon dont on tombe amoureux, eh bien, ce n'était pas si personnel que ça? Et si, depuis des siècles, notre désir était en fait façonné par l'économie, par le pouvoir? C'est un sacré voyage dans l'histoire du désir qui nous attend. On connaît tous cette sensation, le scroll infini sur les applications, cette impression qu'il faut se vendre, la pression de performer. On se sent un peu comme un produit dans un catalogue, non? Eh bien, cette anxiété, ce n'est pas du tout un hasard. C'est l'aboutissement d'une très très longue histoire. Alors, plongeons là-dedans. La thèse centrale de notre analyse, la voici. L'amour n'est pas juste un sentiment pur, universel, qui traverse les âges sans changer. Non, c'est une construction culturelle. On pourrait même dire un ensemble de règles du jeu qui changent complètement selon qu'on vit dans une société féodale, bourgeoise ou, comme aujourd'hui, capitaliste. Allez, on remonte le temps, premier arrêt, le XIIe siècle. C'est un peu contre-intuitif, mais pour comprendre l'amour aujourd'hui, il faut vraiment revenir à ses origines codifiées à cette époque de l'amour courtois. L'amour courtois, attention, ce n'est pas juste de la poésie romantique. C'est bien plus malin que ça. C'est une véritable technologie sociale. Il faut s'imaginer, dans un système où la stabilité des lignages et la transmission laitaire sont absolument tout, le désir, c'est une menace. C'est le chaos potentiel. La solution? Le domestiquer. Le canaliser en le rendant impossible à satisfaire. Et voilà comment ce mécanisme ingénieux fonctionne. La dame, elle est intouchable, inaccessible. Le chevalier, qui est souvent un cadet sans grand héritage, lui voue un culte quasi religieux. Toute son énergie, sa frustration, au lieu de semer le désordre, elle est canalisée, redirigée, au service de la hiérarchie. Le désir ne mène pas à une relation, il se transforme en service, en loyauté. La frustration devient une vertu. C'est brillant, non? C'est le philosophe Michel Clouscar qui a parfaitement résumé ce processus. Pour lui, l'amour courtois, c'est ni plus ni moins qu'un dressage. On apprend à l'individu à désirer sans jamais exiger, à servir sans jamais obtenir. C'est vraiment la toute première fois que le pouvoir s'empare du désir pour le mettre à son service. On fait un bond en avant, direction les XVIIIe et XIXe siècles. C'est la montée de la bourgeoisie, et là, croyez-moi, les règles du jeu amoureux changent radicalement. Un tout nouveau modèle s'impose. Le point crucial ici, c'est l'apparition du mariage d'amour. On pourrait penser que c'est une libération. Enfin, on se marie par sentiment. Mais en réalité, ce concept sert un tout nouvel objectif économique. La famille devient la cellule de base pour transmettre la propriété privée. Et l'amour? Eh bien, l'amour devient le ciment idéologique qui fait tenir toute cette structure. La sociologue Eva Illouz l'explique très bien. Tout ce grand récit romantique, le sentiment amoureux, ça sert en fait à masquer des fonctions beaucoup plus terre-à-terre du couple bourgeois. La reproduction économique, bien sûr, mais aussi le maintien d'un certain ordre moral. Et nous voilà arrivés à notre époque, disons post-année 60. Et là, la logique s'inverse complètement. On ne cherche plus à interdire ou à encadrer le désir. Non, le but maintenant, c'est de le produire en permanence. Cette phrase de Michel Foucault est parfaite pour illustrer ce tournant majeur. Le pouvoir ne dit plus non au désir. Au contraire, il l'encourage, il le stimule. Comme Foucault le dit, le nouveau système ne réprime plus, il produit et il prescrit activement le désir. Cette petite frise montre bien comment on en est arrivé là. La promesse de libération de 68, elle a été très vite récupérée par le marché. Le fameux slogan « jouir sans entrave » est devenu un impératif de consommation. Et ça nous mène tout droit au paysage numérique d'aujourd'hui où notre désir est entièrement géré, optimisé. Tinder, Instagram, OnlyFans, toutes ces plateformes organisent maintenant nos vies affectives et sexuelles. Elles transforment notre intimité en données, en chiffres. Le flirt devient une interaction avec une interface. Et le désir, lui, il se mesure en likes, en swipes, en abonnements. Il est quantifié et finalement totalement marchandisé. Bon, après avoir traversé ces trois grandes époques, on peut maintenant prendre un peu de recul et essayer de synthétiser tout ça dans un cadre un peu plus clair. Voilà le tableau d'ensemble, en quelque sorte. On part du désir réprimé du chevalier, qui servait à stabiliser la société, on passe au désir romantique, qui servait à transmettre le patrimoine, jusqu'au désir prescrit d'aujourd'hui, qui sert à nous faire cliquer, consommer, interagir. On le voit bien, chaque système économique a son propre régime de désir. Toute cette analyse historique, ça nous amène forcément à une question finale. Une question qui, je pense, nous concerne tous et toutes aujourd'hui. On a l'impression d'être plus libre que jamais dans nos choix amoureux, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité, c'est peut-être que nos désirs sont tout aussi encadrés qu'avant. Simplement, les barreaux ont changé. Ce n'est plus l'Église ou la classe sociale, mais plutôt les algorithmes, les normes de performance et la pression sociale qui nous dictent comment aimer. Alors,
La question se pose, est-ce qu'on peut échapper à cette logique de marché? Est-il possible d'aimer sans performer, de désirer sans produire pour un système? En bref, est-ce qu'on peut réinventer l'amour? C'est peut-être la question la plus révolutionnaire de notre époque. Parce qu'en changeant la façon dont on aime, on pourrait bien commencer à changer tout le reste.